Sur une prévision de près de 2058 milliards de francs CFA, plus de 1753 milliards ont été mobilisés par les différentes régies financières du Burkina en 2020. Des performances saluées de partout, des bons en avant attribués à la télédéclaration initiée par la DGI. La Direction générale des impôts, elle seule, a mobilisé justement près de la moitié des ressources. Faiblesse du fondement diagnostique, une stratégie de communication illusoire, manque de ressources financières, l'Institut Free Africa passe au scanner, le PN2S, le Plan national de développement économique et social est à sa fin. Quelles leçons à tirer de la mise en œuvre de ce référentiel de développement? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Nouveau carnage au Niger, le terrorisme a encore endeuillé, 136 villes ont été massacrées en quelques jours seulement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 22 mars. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. La politique pour commencer et cette sortie du parti du Lion à Piscila dans le San-Matenga. La délégation conduite par Zéphirin Diabré est allée témoigner la gratitude du parti aux populations de cette localité du Centre-Nord. C'est la deuxième fois consécutive qu'elle lui accorde un siège à l'Assemblée nationale. D'abord en 2015, puis en 2020, et c'est Mathias Ouedraogo qui a toujours reçu le mandat. La visite était donc un devoir de reconnaissance, mais aussi une séance d'explication après le revirement de l'UPC dans la majorité présidentielle. Roméo Koïta. La délégation est conduite par le président du parti lui-même, Zéphirin Diabré. Ici à Piscila, dans le Centre-Nord, l'Union pour le progrès et le changement est un territoire conquis. Les populations ont adopté le parti. C'est la deuxième fois consécutive qu'elle lui assure un siège à l'Assemblée nationale. Et l'élu, c'est lui, Mathias Ouedraogo, fils de la localité. Ce 21 mars, lui et ses camarades sont venus témoigner leur gratitude à ces populations pour leur confiance renouvelée. Il était pour nous une obligation de revenir, leur témoigner notre reconnaissance et leur dire merci. Merci pour avoir cru à notre message. Et aussi, pour nous, une occasion d'appeler cette population à s'unir, à se réconcilier et à regarder dans le même sens que la vision du président Roch Kaboré. Et justement, l'UPC est désormais à la majorité pour contribuer à la mise en œuvre du programme du président Roch Kaboré. Mathias Ouedraogo a alors saisi l'occasion pour expliquer les raisons de cette décision à ses partisans. Un choix motivé par la recherche de la paix et de la cohésion sociale, le premier responsable du parti étant d'ailleurs celui qui conduit la réconciliation nationale, leur a-t-il expliqué. Les populations apprécient la démarche, mais ce qui leur tient le plus à cœur, c'est la sécurité de leur localité. Piscila connaît des attaques terroristes à répétition, occasionnant des milliers de déplacés internes. Effectivement, la grande plaie de la région du Centre-Nord, et Piscila faisant partie de cette région, vit les mêmes situations que nos voisins de Païssa, de Barsalogo et du Sahel. Donc nous allons toujours interpeller le gouvernement afin qu'il affecte beaucoup de moyens pour nos forces de sécurité, afin qu'ils puissent quand même assurer une sécurité pour ces populations qui ont maintenant envie de regagner les villages. Cette visite à Piscila ne sera pas la dernière, promet Mathias Ouedraogo, qui demande par ailleurs à ses frères et sœurs d'aider le ministre de la Réconciliation, Zéphirin Diabré, à réussir sa mission. À présent, cette question, pourquoi le Burkina Faso peine-t-il à amorcer le véritable développement malgré la multitude de plans de développement exécutés par les différents gouvernements qui se sont succédés? Eh bien, l'Institut Free Africa a tenté de répondre en partie à cette question. C'est le fruit d'une recherche qui a duré 7 ans, une étude qui s'est focalisée sur les 2 derniers référentiels de développement, la SCAD et le PN2S. Pour le dernier cité, les conclusions sont implacables. Le plan national de développement économique et social comporte de nombreuses faiblesses. Les précisions avec Majid Bakouan. Bien sûr, les fondements diagnostiques
Quel plan de développement pour le Burkina Faso? Leçons du suivi et évaluation du PNDS et de la SCAD. Le rapport de l'Institut Free Afrique qui passe à la loupe le PNDS, le Plan national de développement économique et social. Dans ce document, les auteurs mettent en exergue cette insuffisance de ce référentiel de développement. L'une d'entre elles, c'est le manque d'axes prioritaires qui le caractérise. Si nous ne sommes pas en mesure de savoir que quand on pense que tout est prioritaire, c'est que rien n'est prioritaire. Il faut avoir le courage de le dire. Tout ne peut pas être prioritaire. Tout est plus ou moins important, mais dans un plan de développement, il y a des priorités. Et ces priorités, on les dégage de façon courageuse, on s'y tient. Ces priorités ne servent pas tout le monde, on ne va jamais servir tout le monde. Mais si ce sont des priorités qui sont en faveur de l'avenir et de la majorité, c'est des priorités que les gens vont comprendre. Mais les priorités des agendas secondaires en faveur de l'immédiateté, qui ne construisent aucun avenir, il faut savoir donner dos à cela. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons fait les années antérieures. Donc nous appelons à du courage pour faire en sorte qu'on puisse ensemble savoir où sont les grandes priorités du pays et qu'on organise la focalisation de l'attention sur quelques-unes d'entre elles et qu'on s'y tienne pour produire le résultat qu'on attend tous. La communication gouvernementale sur le financement du PNDS n'a pas non plus été une grande réussite, révèle le rapport. C'est une dernière leçon qui est triviale, mais on n'a pas compris pourquoi on ne l'a pas apprise de façon définitive. C'est la question de la communication autour du financement. Vous vous souvenez de ce que nous avons appelé la fanfaronnade de la table ronde de Paris, ou la pantalonnade de la table ronde de Paris. On nous a dit qu'il y a eu 18 000 milliards qui ont été collectés en 2 jours et que tout se passait bien. Et après, on s'étonne que quand on rentre le lendemain, les syndicats demandent plus d'argent et qu'on dit qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc il y a une cohérence à construire là, parce que de dire, on a des objectifs très ambitieux, nous sommes ambitieux, on va faire du bitume, il n'y aura pas de délestage, il y aura de l'eau potable pour tout le monde, les universités vont être de meilleure qualité, la santé sera au rendez-vous, les télécoms seront là, ainsi de suite. On dit tout cela, mais on ne dit pas aux gens, à la population, ça veut dire que vous devez faire des efforts. La question de la stratégie de financement du référentiel de développement est également passée à la loupe par l'Institut Free Afrique. Il ressort du rapport une faiblesse de la mobilisation des ressources nationales. Et en particulier en 2021, on ne peut pas accepter que notre plan de développement soit conçu et considère que c'est l'extérieur qui va nous financer tout bonnement parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes bien, parce que nous sommes le pays de Sankara ou le pays de Norvège en gros. Parce que tout le monde regarde la télé et tout le monde se rend compte que le monde est en crise et qu'il y a une crise économique sévère. Donc à tout le moins, ne serait-ce que ce contexte doit nous incliner vers la mobilisation forte de nos propres ressources. Ce rapport est le fruit de 7 années de recherche. Les résultats de l'étude sont soumis à débat ici, au siège de l'Institut Free Afrique. L'idée étant d'œuvrer à trouver ensemble des solutions pour le développement du Burkina Faso. Une forte mobilisation des ressources propres du pays afin de réussir le financement des référentiels de développement. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec l'Institut Free Africa. Mais justement, et si on cherchait à avoir une idée sur les recettes mobilisées en 2020, c'est le sujet de la chronique économie de ce lundi. 1753,30 milliards de francs CFA de recettes internes ont été mobilisés en 2020 par les 3 régies financières, un montant inférieur à celui mobilisé en 2019. Mais à regarder les chiffres de plus près, ils sont fort appréciables, car mobilisés dans un contexte de pandémie et d'insécurité, la DGI s'est illustrée de la meilleure des manières. À elle seule, la Direction générale des impôts a mobilisé près de la moitié de ses fonds, une performance qui s'explique grâce notamment aux télédéclarations. Arsène Konditamde nous en dit plus. 2020 a été une année de défis pour l'ensemble des Burkinabés, mais encore plus pour les services en charge de la mobilisation des ressources. En juin,
Le gouvernement a dû revoir ses ambitions à la baisse pour tenir compte du contexte de la Covid-19. Sur une prévision initiale de 2233,316 milliards de francs CFA, les chiffres ont été ramenés à 2057,798 milliards de francs CFA. Finalement, 1753,30 milliards de francs CFA ont été récoltés par les différentes régies. On peut dire que c'est vraiment une mobilisation satisfaisante au regard du contexte aussi d'insécurité, parce qu'on n'arrive pas à collecter des impôts sur une bonne partie du territoire, notamment une partie de la région du Nord, le Sahel et aussi l'Est. Donc c'est quand même satisfaisant et ça prouve quand même que le Burkina, c'est un pays qui sait résister un peu face au choc. Vous savez aussi qu'avec la fermeture des frontières et le ralentissement même de l'activité économique mondiale, il y a eu quand même une répercussion au niveau de la fiscalité de porte. Cette importante mobilisation s'explique par plusieurs facteurs. Même si les montants récoltés par l'élargissement de l'impôt unique sur les traitements et salaires ne sont pas connus, tout porte à croire que l'IUTS a permis de faire grimper le poids de la bourse de l'État. La hausse du cours de l'or y a également fortement contribué. La hausse du cours de l'or a joué sur les chiffres d'affaires. Donc ça joue aussi sur les bénéfices des entreprises. Donc l'impôt sur les bénéfices a eu quand même à profiter de cette hausse du cours de l'or. Quand vous regardez aussi le recouvrement au niveau des trésors, les royalties ont connu une hausse. Donc c'est justement parce qu'il y a eu une hausse du cours de l'or que tous ces paramètres ont été impactés par ces performances-là. Donc c'est un ensemble de facteurs qui se sont croisés et qui ont permis quand même au niveau des recettes internes d'atteindre ce niveau record. L'analyse des recouvrements de chaque régime montre que la Direction générale des impôts est celle qui s'est le plus illustrée. Elle a fait entrer dans la caisse plus de 850 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 102,20%. C'est vraiment ce qu'on peut appeler d'une manière générale la digitalisation. Le fait que les procédures soient actuellement pour une certaine catégorie d'entreprises, par exemple 100% des entreprises, des grandes entreprises et une grande partie des moyennes entreprises sont tous sur la télédéclaration des télépaiements. Pour l'année 2020, il y a eu tout un vaste programme de vérification dans le cadre de la lutte contre la fraude. Et vous avez vu un peu les sanctions infligées à des entreprises, désactivation des numéros IFU, des entreprises qui fraudent au niveau de la TVA. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il y a eu le contrôle sur le terrain. La Direction générale des douanes a quant à elle recouvré 611,30 milliards de francs CFA, correspondant à 92,94% du taux de réalisation. Les douanes ont donc mobilisé 34,87% des recettes des trois régies. Un niveau de recouvrement qui peut être qualifié de record au regard des difficultés rencontrées au cours de l'année 2020. Et face à ces difficultés rencontrées dans le domaine de l'économie, le secteur privé s'organise. Les initiatives se multiplient. Parmi elles, cette nouveauté de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, la SAFIN, la Société d'accompagnement et de financement de l'entreprise. Pour en parler, je reçois pour vous un invité qui n'est autre que le directeur général de la SAFIN lui-même, Hyacinthe Traoré, est l'invité de ce 19h30. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Alors, dites-nous pour commencer, une chambre de commerce qui initie une société de microfinance, cela répond à quel besoin? D'où vient cette idée? Merci bien. L'idée vient du fait que la Chambre de commerce, ne l'oublions pas, est la fêtière du secteur privé. Et dans le cadre donc de ces missions, la Chambre de commerce consulte régulièrement les différents segments du secteur privé. Et il se trouve que les acteurs du secteur informel notamment ont eu à poser comme problème des difficultés d'accès au financement. Et à partir de cette idée, la Chambre de commerce a commandité une étude de faisabilité
pour voir quel était le mécanisme le plus approprié pour accompagner donc les acteurs de ce secteur. Je rappelle également que la question du financement a fait l'objet d'une rencontre gouvernement-secteur privé, notamment en 2015, où il est apparu que 79% des entreprises ont posé cette problématique. Donc c'est à partir de cela que la Chambre de commerce, après l'étude qui a montré que le mécanisme qui pourrait être le plus périn serait donc la création d'une structure de microfinance, la Chambre de commerce donc a mis en place cette structure avec l'accompagnement, je vous rappelle, de ses partenaires institutionnels que sont la LONAB, la CNSS, le Fonds burkinabé de développement économique et social et la SONAR Vie, la SONAR IARD, ainsi que la maison de l'entreprise. Alors, concrètement, qu'est-ce que la SAFIN propose? Au-delà, bien sûr, de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché, oui. Qu'est-ce qui fait votre différence au niveau de la SAFIN? Au niveau de la SAFIN, je dirais que la différence fondamentale réside au niveau donc surtout des services non financiers. Parce que dans les services non financiers, nous avons un plus qui consiste notamment à accompagner à la formalisation les entreprises, notamment du secteur informel, qui désirent passer donc au formel. Nous utilisons en fait les produits et les services de SAFIN comme des produits d'appel. C'est-à-dire, vous bénéficiez donc du financement et en contrepartie, à travers notamment les CGA que nous voulons mettre à contribution, les CGA vous accompagnent en termes donc de suivi, de formation et d'aide à la formalisation de votre entreprise. Et ensuite, SAFIN permet à plusieurs structures d'appui au secteur privé de conjuguer leurs efforts, puisque nous faisons intervenir les centres de gestion agréés, nous faisons intervenir les CEFOR et également les autres structures, puisque nous allons nous rapprocher au maximum de toutes les structures qui évoluent donc dans l'appui au financement et au secteur privé d'une façon générale pour voir quelles sont les synergies que nous pouvons développer, étant entendu que sur des projets, on peut bel et bien aller ensemble et financer ensemble donc des projets. Alors, dans le domaine, on parle de garanties et de taux d'intérêt souvent difficiles, inaccessibles aux différentes cibles. À votre niveau, qu'en est-il exactement? À notre niveau, il faut dire que nous allons proposer des coûts relativement compétitifs. Mais il faut noter que ce ne sera pas gratuit. Quels sont ces coûts? Ces coûts, par exemple, pour les taux d'intérêt, le taux de base hors taxe est à 9,75, ce qui est sur la place, je pense, l'un des meilleurs taux. Ensuite, il faut noter que la partie accompagnement ne fait pas l'objet d'une autre facturation. Ce service est offert gratuitement. En fait, en réalité, c'est SAFIN qui va payer le service rendu par les centres de gestion agréés. Donc, et en dehors donc de cela, nous avons, comme je le disais, les produits classiques, c'est-à-dire il y a le financement, mais à côté du financement classique, il y a également les engagements par signature qui permettent aux entreprises de postuler pour les marchés. Et à ce niveau également, nous proposons des coûts assez compétitifs. Je dis et je répète que ça ne sera pas gratuit, mais c'est des coûts compétitifs par rapport à ce qu'il y a sur la place du marché. Et nous allons faire des efforts pour nous adapter aux besoins de la clientèle. D'accord. On apprend également que vous voulez miser plus dans le secteur agro-silvopastoral. Alors pourquoi le choix spécifique des agriculteurs et des éleveurs, M. Traoré? Alors, une précision, nous n'allons pas nous focaliser que sur ce secteur, oui. Mais nous allons... secteur va quand même occuper une place de choix. Voilà, nous allons les prendre en compte, parce que vous savez que le secteur agricole, le secteur également de l'élevage sont des secteurs à haut risque en termes donc de financement.
Parce que tout simplement, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas forcément maîtrisés. Quand vous prenez par exemple le domaine de l'agriculture, tant que vous n'avez pas réglé la question donc du foncier, de la maîtrise de l'eau, des attaques et même du marché, en réalité, vous avez tous ces problèmes en face. Voilà. Donc, c'est des secteurs à haut risque, mais c'est également des secteurs qui ont un bon potentiel pour le développement du pays. Parce que l'un des avantages que le pays a, c'est certainement la production agricole et la transformation agricole. Voilà. D'accord. Alors, pour terminer rapidement, un appel à l'endroit du public burkinabé. Alors, nous allons donc vous remercier de cette opportunité que vous nous avez donnée et convier donc tous ceux qui sont porteurs donc de projets. Parce que je rappelle que la question du financement, il se pose toujours la question des garanties. Elles sont importantes, mais ce n'est pas le principal. Parce qu'un projet, c'est d'abord, je le répète, le porteur du projet et ensuite la rentabilité donc de l'activité qu'il propose. Parce que si vous financez un projet en vous basant uniquement sur la garantie, cela voudrait dire que vous partez déjà sur le principe que le projet échoue. La garantie est quand même importante aussi. La garantie est certes importante, mais elle n'est pas la plus déterminante. Je voudrais dire que nous allons certes demander des garanties, mais nous allons rester flexibles. Après analyse, donc, en prenant en compte essentiellement le paramètre du porteur, de la rentabilité, nous allons essayer donc de nous adapter donc, et proposer des formes de garantie un peu plus souples. Mais je répète que nous sommes obligés parce que nous sommes dans un secteur quand même réglementé. Donc j'invite les uns et les autres à venir et comme le dit notre slogan, pour que nous puissions construire ensemble leur réussite. Merci énormément à Hyacinthe Traoré, directeur général de la SAFIN, la Société d'accompagnement et de financement de l'entreprise. Monsieur Traoré, vous restez avec nous pour la suite de ce journal avec ces chiffres. 12 forages déjà construits, plusieurs autres en projet et bien d'autres initiatives de développement au Burkina Faso et au Mali. C'est la phase 2 du PRAD 2, le programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA, qui se déploie, un projet qui veut davantage faciliter l'accès à l'eau potable dans l'espace communautaire. La signature de la convention entre les partenaires de mise en œuvre a été matérialisée la semaine dernière à Bobo-Dioulasso. Surtout Justin Daviré. Une signature de convention entre la coopération française et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour la mise en œuvre de la deuxième phase du programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA PRAD 2. Cette signature intervient après une première convention de financement du PRAD 2 dont la mise en œuvre des activités est jugée satisfaisante. La première tranche s'est très bien passée. C'est rare, donc malheureusement, il faut le signaler. Il y a près de 100% de taux d'exécution par rapport à ce qui était prévu initialement, et c'est d'autant plus remarquable qu'on a changé en cours de route ce qui était prévu au départ, puisqu'on a dû s'adapter avec les collectivités territoriales à la pandémie de Covid-19 et répondre à des besoins exprimés par les populations. On va continuer cette année en construisant une quinzaine supplémentaire, plus des actions de soutien à la décentralisation financière. La première phase de la subvention du programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA d'un montant de 151 millions de francs CFA a permis la réalisation de 12 forages positifs équipés dans l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Des 12 forages, 6 ont été réalisés en Côte d'Ivoire et 6 au Burkina Faso. Pour nous, ça a été bien. Ça a réduit, comme je l'ai dit, la souffrance de certaines populations qui ont bénéficié de ça, mais également ça a renforcé cette coopération à la frontière. Donc en cela, nous saluons et nous disons merci à tous les acteurs, à tous ceux qui ont contribué effectivement à la réussite de ce projet première phase. Et aujourd'hui, c'est la deuxième phase qui est signée. Et nous pensons que ça va ajouter, comme on l'a dit, de la terre à la terre pour l'édification, en tout cas, de cette union à la frontière. Je voudrais renouveler toute ma reconnaissance à tous et saluer l'impact positif de la coopération transfrontalière. Je voudrais néanmoins
Malgré les nombreux acquis, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, fait quelques doléances. Il s'agit de la prise en compte de l'aspect sanitaire par la construction des centres de santé aux frontières, avec bien sûr des campagnes de sensibilisation et de vaccination au profit des populations. Du financement d'activités génératrices de revenus au profit des jeunes et des femmes. La création de microfinances ou des fonds de garantie. La phase 2 du PRA2 est prévue pour cette année 2021 avec un financement de près de 400 millions de francs CFA. Elle viendra consolider les acquis de la phase 1 à travers l'extension de la facilité eau vers de nouvelles zones dont le besoin est très prononcé et renforcer les capacités des acteurs dans la maîtrise d'ouvrage local, la gestion et le pilotage des projets. Cet autre projet, mais cette fois-ci dans le domaine de l'éducation, le projet FAST entend mettre l'accent sur la scolarisation de la jeune fille au Burkina Faso. Les initiateurs vont du postulat selon lequel le taux de jeunes filles qui n'achèvent pas leur cursus scolaire est très élevé, et ce, ajouté à la crise sécuritaire avec son lot d'établissements fermés. La jeune fille devient dès lors plus vulnérable. Alors, le projet veut jouer sa partition. Près de 30 000 filles sont ciblées. Le comité de pilotage a été installé. Benjamin Kwame. Renforcer le droit des filles à achever une scolarisation sûre et à temps, telle est la dénomination du projet FAST. Le projet FAST vise à soutenir une éducation de qualité pour les filles et adolescents burkinabés âgés de 6 à 16 ans, eux qui sont dans des zones d'insécurité. Lancé pour une durée de 3 ans, le projet va s'étendre dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de l'Est. Et il cible près de 60 000 adolescents, dont un peu plus de 30 000 filles. Le comité national de pilotage installé va suivre la performance de sa mise en œuvre pour un véritable succès. Le comité de pilotage, c'est un organe de gestion du projet qui est prévu dans les documents du projet et qui a pour vocation ou mission de diriger, disons, les orientations stratégiques du projet et donc de donner des directives pour que le projet soit exécuté dans de bonnes conditions et pour que le projet puisse atteindre les résultats. Donc c'est la première session et donc cette instance est extrêmement importante pour le succès du projet. Le projet ambitionne ainsi de supporter les instances du gouvernement, en l'occurrence le ministère en charge de l'éducation nationale, pour permettre aux enfants dans les zones d'insécurité de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Et le ministère de Stanislas Ouaro salue tout simplement l'initiative. C'est un projet à saluer, c'est un projet que nous accueillons vraiment à grand cœur parce qu'il entre en ligne droite avec les objectifs du ministère qui... dans ces aspects de mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'éducation en situation d'urgence, compte aussi sur les partenaires pour arriver à des résultats probants. Le projet a été lancé officiellement il y a quelques mois, et cela suite au rapport du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence qui indique que plus de 2000 établissements ont été fermés, impactant plus de 300 000 élèves à la date du 27 février 2020. Et le Canada, pour accompagner le projet, prévoit un financement de près de 14 millions de dollars canadiens, soit plus de 6 milliards de francs CFA. Dans l'actualité africaine, au Niger, ils ont massacré quelques jours après le premier tour de la présidentielle. Ils ont encore frappé quelques jours après les résultats. Les terroristes continuent de faire leur loi au Niger. Ces 6 derniers jours, ce sont 130 civils qui ont péri à cause de leur furie. Le Niger a une nouvelle fois été frappé par la violence. Ce dimanche, la région de Tawa, à la frontière du Mali, a une fois de plus été la cible de présumés combattants djihadistes. Des hommes armés ont pénétré à moto dans plusieurs villages de la région, tirant sur tout ce qui bouge. Selon un bilan provisoire, au moins 60 personnes auraient été tuées. Un énième déchaînement de violence, alors que les attaques contre les civils se multiplient dans l'ouest du pays. Ces 6 derniers jours, ce sont près de 130 personnes qui ont perdu la vie dans les régions frontalières du Mali. Cette intensification des attaques est le défi majeur du nouveau président nigérien Mohamed Bazoum, dont l'élection a été confirmée ce dimanche. Malgré la présence des forces de sécurité, les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et du groupe État islamique au Grand Sahara frappent régulièrement la région du Tillabéri, dans la zone des 3 frontières. Le 2 janvier,
Quelques jours après le premier tour de l'élection présidentielle, plus de 100 personnes avaient été tuées dans une double attaque revendiquée par l'État islamique, l'un des pires massacres de civils de l'histoire du Niger. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément dans la commune de Bouala, dans la province du Namantenga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.